Ce qui est important aussi derrière ça, c'est de se rendre compte un petit peu des questions qu'on peut se poser sur le marché de la future franchise où on aimerait s'installer. Donc voilà, nous, l'idée, c'était de vous montrer l'environnement de marché va être très appuyé aussi par le groupe auquel on appartient. Pardon, il y a une petite slide de trop. Et donc, les premières questions à se poser quand même quand on cherche un franchiseur, ça va être déjà quelle est sa position sur le marché, comment il se développe, est-ce qu'il est solide, est-ce que c'est une jeune franchise ou une franchise un peu plus âgée, on va dire, parce que dans chaque cas, on va avoir bien sûr des avantages et des inconvénients. Donc après, ça vous permettra surtout à vous, en tant que chercheur de projet, de porteur de projet, de savoir qu'est-ce qui va vous correspondre le mieux comme type de marché, comme type de franchise et selon son installation sur le marché. Donc, de notre côté, par exemple, pour faire un exemple concret avec le milieu de l'automobile et notamment Mobivia, donc le groupe auquel appartient Midas et Noroto, entre autres. Comme vous pouvez le voir, il y a 11 enseignes aujourd'hui qui font partie du groupe et on développe aussi des startups. Donc, on a 25 startups qui sont sorties de l'incubateur. Donc voilà, ça montre aussi la force d'un groupe qui peut être derrière une franchise, qui permet quand même pour nous, franchiseurs, que ce soit Thibaut avec Noroto ou moi avec Midas, on garde beaucoup de proximité avec notre réseau et les interlocuteurs, mais on a quand même l'appui fort d'un grand groupe derrière nous. Donc, vous voyez, typiquement, ça peut être un modèle de franchiseur que vous pouvez retrouver aussi dans d'autres secteurs, qui nous apporte une belle visibilité quand même sur l'avenir, qui nous permet de développer des projets d'un peu plus grande envergure que si on était tout seul de notre côté. Donc, c'est aussi là l'apport que ça va avoir dans chacun de nos réseaux, d'avoir tout ce partage de bonnes pratiques entre les enseignes, que ce soit des pratiques sur de l'économique, des modèles économiques, sur des process par exemple, mais aussi des choses un peu plus techniques, un peu plus dans le quotidien de nos franchisés, par exemple sur les outils, sur le recrutement, des choses comme ça. Donc ça nous permet quand même d'avoir tout cet appui derrière nos enseignes qui nous permettent d'aller encore plus loin que si on était uniquement seul dans notre réseau. Donc voilà un petit peu l'écosystème qu'il y a autour de Midas et Noroto. Et encore une fois, c'est vraiment pour vous donner aussi un exemple, même sur d'autres franchises qui pourraient vous intéresser, d'aller aussi se renseigner sur cette partie-là, qu'il puisse y avoir un groupe derrière en plus de son positionnement sur le marché. Donc voilà en quelques mots, vraiment en bref, sur Mobivia et sur cette structure qu'il y a derrière et ce que ça nous apporte. Donc voilà, en gros, c'était la raison d'être de Mobivia qui est vraiment tournée vers les nouvelles mobilités. C'est vrai que ça fait partie dans notre secteur des transformations qu'on attend dans l'avenir, qui ont commencé déjà, mais voilà, on se prépare aussi à tout ça. Et le fait d'être dans ce groupe, ça nous permet d'avoir une belle force de frappe pour se préparer à l'avenir et anticiper tout ça. Après, bien entendu, si ça vous intéresse, on pourra vous expliquer avec Thibaut comment ça découle dans chacun de nos réseaux en termes d'actions réelles et opérationnelles, quoi. Je passe la main à Thibaut pour vous parler un peu plus en détail justement de ces questions de marché. Du coup, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en tout cas, sur les candidats qu'on avait récemment avec Inès, qu'on avait nécessairement des questions sur l'évolution du marché, avec notamment l'horizon 2035 et la fin de vente des véhicules neufs thermiques. Donc, l'idée, c'était de vous montrer que sur un marché, on va rechercher un potentiel, une histoire, un avenir. Donc, c'est ce qui vous a amené vers nos marques, vers nos enseignes. Et du coup, je voulais faire un petit focus avec vous sur le véhicule électrique et son arrivée, comment on l'anticipe au sein de nos réseaux, pour vous rassurer du coup sur ce marché. Je ne sais pas si je peux passer du coup, Inès. Donc voilà, donc aujourd'hui, vous le remarquez sur nos courbes, on a du coup une partie des immatriculations qui a atteint un point de bascule en fait depuis le début de l'année 2023, où pour le coup aujourd'hui se vend finalement plus de véhicules électriques que ne se vendent de véhicules gasoil qui sont en décroissance totale, notamment sur la part des immatriculations. Donc l'idée, c'est de vous montrer que nous, nos deux enseignes, nos deux réseaux, avons travaillé sur les parcs électrifiés, hybrides et 100% électriques, avec du coup nécessairement des parts de marché à aller chercher sur un marché de l'aftermarket automobile qui pèse aujourd'hui 33 milliards d'euros en France, avec plus de 36 millions de véhicules d'occasion, notamment à gérer sur nos deux enseignes, mais que les véhicules neufs sont également les bienvenus dans nos deux réseaux.
Ça, c'est la première slide. L'idée, c'est que Mobivia, du coup, s'est engagé, du coup, nécessairement à sonder les consommateurs aujourd'hui sur le véhicule électrique, sur son impact et sur le fait, surtout, que ce marché restera. C'est-à-dire qu'on intervient aujourd'hui, notamment auprès de ZFE, avec de nouvelles manières, finalement, de bouger, que ce soit des vélos, que ce soit des trottinettes, mais la voiture personnelle reste indispensable pour la majorité des Français. C'est ce qui nous importe, c'est ce qui nous rassure aujourd'hui également dans notre positionnement sectoriel, qu'on sera du coup en capacité d'innover pour accueillir ces véhicules, et également capable nécessairement de l'entretenir et du coup de la garder finalement comme business numéro 1 aujourd'hui. Midas avec l'atelier, Noroto avec l'atelier et le magasin. Et du coup, ça corrobore ma petite slide sur les projections du marché de véhicules électriques, dans le sens où on est sur un marché thermique qui finalement va baisser. Hein. On aura une perte d'environ 2% de part de marché en 2033 sur mon graphe. Mais pour autant, si on prend le virage de l'électronique, de l'électrique, la capacité aujourd'hui de nos deux réseaux d'avoir un centre de recherche et développement internalisé avec un hub tech, notamment pour intervenir à distance sur les véhicules, on aura du coup un marché porteur sur lequel on intervient. Donc voilà, donc, l'idée de ce webinaire, c'est de dire que vous avez certes choisi un marché, mais aussi un marché qui fonctionne. Sur nos marques, du coup, on a 2 marques, 2 enseignes. On en a d'autres chez Mobivia. On est les 2 seuls à faire de la franchise. Donc, Noroto depuis 20 ans. Ce sera ma petite transition. Donc, on est les pionniers du centre auto. On a investi dans un modèle qu'on a importé dans les années 70. Aujourd'hui, on a 140 centres en franchise en France et 637 centres en incluant Auto5 du coup en Belgique. Donc, grosso modo, retenez qu'on a à peu près 410 points de vente en France, à peu près un centre Noroto, à peu près une demi-heure de chaque Français, sur un modèle atelier-magasin avec du coup en moyenne 7 baies d'atelier, donc pour accueillir nos clients, 20 collaborateurs par site en moyenne. Ça c'est plutôt sur l'aspect succursale, mais en franchise je dirais qu'on en a plutôt une dizaine, avec des surfaces globales entre 600 à 900 mètres carrés, sur un modèle où nos franchisés font en moyenne un chiffre d'affaires d'1,6 million l'année dernière, sur une offre servicielle très large, donc avec certes la partie atelier, la partie magasin, la partie également B2B ou web qui explose ces dernières années. Donc on est aujourd'hui leader du centre auto en France. Et pour Midas, du coup, qui a été créé dans les années 50 aux États-Unis et qui est arrivé en 76 en France. Et donc, depuis, on s'est développé presque uniquement en franchise, en tout cas en grande majorité. Donc, pareil, c'est vrai qu'on a cet ADN de franchiseur depuis notre démarrage. On a rejoint le groupe Mobivia en 2004, qui était anciennement Noroto Group, et qui nous a permis de redévelopper également pas mal d'offres servicielles dans le même sens que Noroto. C'est vraiment quand même notre appui assez fort aujourd'hui sur le marché, qui se tourne vraiment autour de tous les services qu'on va proposer en complément de la réparation plus classique des véhicules. Ça va aussi, bien sûr, dans cette stratégie, dans ces enjeux. Comme je parlais un petit peu de l'avenir du milieu auto, bien entendu, tout cet aspect d'offre servicielle va nous permettre aussi de nous développer sur des nouveaux acteurs, sur des nouveaux segments dans les futures années pour pouvoir participer à cette transformation du métier qui est en train d'opérer. Donc voilà, il y a eu des actions fortes avec, pareil, assez pionniers, notamment au niveau du sans rendez-vous, avec Midas dès qu'on est arrivé et dès les années 50, mais aussi cet ADN de commerçant. Donc comme le disait Thibaut, voilà, la grande différence entre Midas et Noroto aujourd'hui, ça va être surtout la surface de vente. Chez Midas, du coup, on va se concentrer sur l'atelier et sur l'expertise technique, et donc le positionnement va être un petit peu plus voilà, nous, on va plus rechercher des commerçants et du commerce de proximité dans nos implantations et dans la recherche aussi de profil des franchisés avec qui on va être partenaire.
Voilà, donc au global, en tout cas en France, on est aujourd'hui à 368 centres et on en a une dizaine en succursale. Donc, vous voyez, on est à plus de 90% en franchise. Et donc, on est développé sur le reste de l'international avec la partie Europe et Afrique également, le continent africain. Donc, voilà un petit peu pour la présentation aussi de nos deux enseignes en complément. Ce qui nous amène par la suite à aussi vous dire un peu, vous voyez le type d'éléments qui ressortent quand on présente un franchiseur. Ça peut vous permettre aussi derrière de savoir quelles questions lui poser encore une fois, quelles questions vous posez déjà à vous-même pour savoir ce que vous recherchez en face et de pouvoir voir quand vous rencontrez votre franchiseur, de pouvoir aussi essayer de matcher vos attentes avec sa structure, son mode de fonctionnement. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans cette idée-là, en allant aussi voir, personnellement, vous, en tant qu'individu et en tant que porteur de projet, c'est important aussi, encore une fois, de se poser les bonnes questions, mais pas pour rien, c'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment pour pouvoir structurer votre projet. Et quand vous rencontrez des franchiseurs, mais aussi quand vous allez rencontrer des banques, quand vous allez rencontrer des acteurs externes, il faut pouvoir pitcher un peu son projet, pitcher ses attentes et savoir exactement est-ce qu'il y a des points qui sont prioritaires pour vous par rapport à d'autres. Donc, on va voir un petit peu le type de questions et d'éléments, en tout cas, sur lesquels il faut que vous puissiez réfléchir ou en tout cas avoir vos réponses avant de pouvoir poser les questions aux franchiseurs. Donc, par exemple, c'est vrai qu'en général, en tout cas, donc encore une fois, ça va être plus précis pour Thibaut et moi sur Noroto et Midas, mais de manière générale, bien entendu, ça va se recoller également sur d'autres projets de franchise. On va rechercher des entrepreneurs en face de nous. Nous, en tant que franchiseurs, on recherche vraiment des partenaires qui vont développer la marque et le réseau avec nous. Donc, on est vraiment tous dans le même bateau. C'est un peu, souvent en franchise, on va parler de famille. Le réseau, et souvent, c'est des réseaux assez solidaires entre franchisés, etc. Mais il faut aussi que individuellement, vous, en tant qu'entrepreneur, vous ayez cette audace d'aller chercher de l'innovation, d'aller toquer aux portes pour trouver des contacts. En plus de ce que la marque va faire autour de vous, bien entendu, pour apporter du trafic et pour vous aider à structurer derrière, ça n'empêche pas que vous, en tant que franchisé, vous allez avoir votre valeur ajoutée et c'est vous qui allez faire en sorte que le modèle économique peut vraiment donner des choses intéressantes derrière. On va aussi, bien entendu, dans nos réseaux respectifs, encourager aussi nos franchisés à développer des idées, à mettre en place des projets. Il y en a certains, par exemple, on a les 4-5 franchisés de Marseille qui vont vouloir faire une action ensemble sur la ville et ensuite, bien entendu, avoir des retombées communes sur leur centre et leur trafic. Donc, vous voyez, ça peut aussi être des avantages commerciaux par rapport aux autres franchisés. Ça peut aussi être beaucoup d'entraide et de bienveillance, des partages de pièces, des partages même à des moments de mécaniciens. Donc, voilà, c'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est que vous allez être indépendant, entrepreneur, donc avoir ce moteur-là en tant qu'entrepreneur et faire les choses finalement. Et en même temps, vous allez avoir cette intégration à un réseau où finalement, vous n'êtes pas le seul entrepreneur. Il y en a d'autres autour de vous qui vivent la même chose que vous. Et donc, c'est vrai que c'est là aussi que ça apporte une force dans votre quotidien et dans le déploiement de votre activité. Ensuite, bien entendu, il va falloir aussi se poser les questions de savoir qu'est-ce que j'attends sur ma situation personnelle. Est-ce que j'ai des besoins géographiques précis? Est-ce que j'ai des besoins financiers? Je ne peux pas être en dessous d'une certaine rémunération ou je ne peux pas attendre 1 ou 2 ans avant de me rémunérer. Donc, dans ce cas-là, on ne va peut-être pas partir sur une création, mais plutôt une reprise de centre. Donc, voilà, on va s'adapter également à vous. Mais on va surtout pouvoir voir dès le premier rendez-vous, selon vos attentes et vos besoins, est-ce qu'en face, on va pouvoir matcher avec des projets et des propositions. Donc ça, encore une fois, c'est valable, quel que soit le franchiseur. En général, ça fait partie des premières questions qu'on va vous poser et ça va faire partie des premières réponses dont on aura besoin pour pouvoir structurer justement un petit peu le projet qu'on pourrait mettre en face. Et puis pour finir, la partie accompagnement qui est assez importante dans le sens où, vous en tant qu'entrepreneur, encore une fois, vous n'allez peut-être pas attendre le même accompagnement l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'on a certains entrepreneurs en face de nous qui vont être très, très à l'aise ou qui connaissent par exemple peut-être déjà notre métier
et qui auront besoin d'un tout petit peu moins de notre accompagnement. Et puis voilà, on a d'autres types de profils qui vont arriver chez nous sans connaître du tout le milieu automobile. Et ce n'est pas gênant, bien entendu, on recrute tout à fait dans les deux sens. Mais dans ce cas-là, vous allez attendre peut-être un peu plus d'accompagnement de la part de votre franchiseur. Donc, c'est aussi là que vous pourrez choisir le réseau qui vous correspond en fonction de ce niveau d'accompagnement. Parce que voilà, selon les réseaux de franchise, c'est plus ou moins développé et ça dépend de chaque réseau en interne. Donc voilà, nous par exemple, c'est vrai qu'on se base énormément sur la bienveillance et sur l'entraide, comme je vous ai donné un peu l'exemple un peu plus tôt. Ça va être des éléments très forts dans nos réseaux respectifs et dans le type aussi justement de profil qu'on va rechercher. Des personnes qui vont quand même réussir à s'intégrer au réseau et ne pas non plus être tout seul dans son coin, parce que ce n'est pas le but d'être en franchise. Donc voilà un petit peu aussi les questions au niveau de l'accompagnement opérationnel qui va être derrière tout au long de votre contrat et pas uniquement au moment du montage du dossier. Mais vraiment, une fois que vous avez signé et que ça y est, vous êtes en rythme de croisière, et bien là aussi, le niveau d'accompagnement est important. Si vous voulez être vraiment tranquille et que juste avoir une marque au-dessus de votre tête, on peut vous conseiller la licence de marque. Dans ce cas-là, il n'y a personne qui vous soutiendra autant qu'en franchise, où là, vous le voyez, on a tous les outils qui sont développés, la formation, le recrutement, etc. Donc, c'est aussi des éléments importants. Et pour revenir à notre secteur, dans le secteur automobile, on sait bien que voilà, c'est un secteur qui a toujours évolué de manière assez rapide et c'est un secteur où aujourd'hui, on se rend compte que voilà, les indépendants vont avoir de plus en plus de mal à suivre justement toutes les évolutions du marché, que ce soit technologique, mais aussi en termes de formation et de recrutement qui n'est pas le plus évident dans notre métier, on ne va pas se mentir. Donc voilà, vous voyez aussi à ce niveau-là, quel est l'apport du franchiseur et donc jusqu'où il va venir vous aider sur tous ces points-là qui sont bien sûr pas négligeables du tout, quoi. Donc voilà au global sur quatre familles que j'ai essayé de regrouper les attentes que vous devez vous déterminer pour savoir exactement si ça va matcher avec le franchiseur qui est en face de vous. Et j'espère que ça vous permettra de prendre votre décision et d'en être content, surtout d'en être satisfait. Donc voilà, une fois que vous choisissez votre franchiseur et que vous êtes lancé un petit peu plus en mode projet, je vais laisser maintenant la parole à Odile pour vous expliquer comment ça se passe justement une fois qu'on avance un petit peu dans la partie projet et qu'on va aller chercher un financement et qu'on va aller voir un petit peu comment monter un dossier. Donc, je te laisse la main, Odile, pour la partie financement. Merci Inès. Effectivement, donc je vais passer plus à la partie qui concerne le financement sur votre projet de franchise. Pardon, je ne sais pas si je peux avancer les slides. Alors non, ce sera moi. Je vais essayer de... Merci. Donc, avant de rentrer un peu plus dans le détail sur le financement, je vais vous présenter en fait le groupe Inextinso. Nous sommes partenaires des enseignes Midas et Nord-Auto depuis plusieurs années. On accompagne à la fois en création, et c'est plus l'objet de la réunion d'aujourd'hui, en création, en reprise également, les candidats à la franchise dans tout le process de création, le montage du business plan notamment, et puis après les choix financiers, les choix juridiques, de statut, et tout le conseil qui vient en amont de la création de l'entreprise. Donc, Inextinso, c'est un groupe national, on est présent sur tout le territoire, ce qui permet effectivement de pouvoir accompagner les candidats à proximité. Et dans tous les cas, sur les enseignes, on a des référents spécialisés qui ont déjà plusieurs franchisés en tant que clients. Moi, par exemple, j'ai 30 franchisés Midas et je dois avoir une dizaine de franchisés Nord-Auto que j'accompagne. Donc, on connaît bien le métier, le modèle économique. Et donc, mieux on vous connaît, mieux on vous accompagne au quotidien pour vous aider à progresser dans votre activité. Donc, voilà. Donc, on accompagne à la fois sur la partie création, puis une fois que l'entreprise elle est lancée, on va vous accompagner sur le quotidien de la gestion de votre entreprise, que ce soit la comptabilité et la fiscalité, mais surtout la gestion. On fait des tableaux de bord qui vous permettent de savoir où vous en êtes, de vous projeter, de simuler si vous devez embaucher ou éventuellement verser des primes, investir. Enfin, il y a plein de simulations que l'on peut faire pour vous accompagner, vous aider à prendre vos décisions.
On vous accompagne aussi en matière sociale, puisqu'on s'occupe de toute la gestion du personnel, que ce soit les bulletins de paie, les déclarations, mais aussi la gestion des nouveaux salariés et puis des sorties de salariés lorsqu'il y a des fins de contrat, des licenciements à mettre en place. Et puis toute la partie juridique, à la fois sur la création, et puis ensuite tout au long de la vie de l'entreprise, le juridique annuel, et puis aussi le juridique exceptionnel quand il y a des transformations et des opérations un peu particulières en cours de la vie de l'entreprise. Et puis on vous accompagne aussi le jour où vous voulez transmettre, céder votre entreprise, on est là aussi pour vous accompagner. Voilà, vous avez une carte où on voit on est présent sur quasiment tout le territoire de la France et on arrive toujours à trouver une agence pour vous accompagner sur votre territoire. Donc après, on a autour d'Inextinso nos propres marques, nos propres services sur tous les métiers en fait qui peuvent être fournir un panel d'expertise conseil à destination des entreprises et notamment la partie création avec notre enseigne .c. Donc nos valeurs, c'est la satisfaction de nos clients, l'esprit d'équipe, on travaille tous ensemble avec nos collaborateurs et nos valeurs, c'est la confiance et puis aussi la force d'innovation. On fait progresser nos méthodologies de travail, nos outils en fonction de l'environnement. Comme vous, dans l'automobile, le métier évolue, le marché évolue. Sur la partie expertise comptable, on arrive à la digitalisation, au zéro papier, la facturation électronique qui arrive. Et donc, on se doit d'innover dans notre accompagnement des clients. Et dans tous les cas, on est toujours recentré sur le conseil en ayant des outils qui permettent de vous aider à piloter au quotidien votre entreprise. Et donc, on va faire un zoom sur le financement d'une franchise. Donc, pour démarrer sur une franchise, lorsque l'on crée, que ce soit une création ou une reprise, on se doit d'établir un business plan. Ce business plan, en fait, il va inclure donc ce qu'on appelle un compte de résultat prévisionnel qui va récapituler l'ensemble des charges de fonctionnement, des impôts, des charges de personnel prévisionnelles de l'entreprise. Il va récapituler aussi tous les investissements à réaliser et comment on va les financer. Il va aussi reprendre le chiffre d'affaires et puis les achats, la marge liée à l'activité que vous allez développer. Ce chiffre d'affaires, il devra être en cohérence avec l'étude marché que vous serez amené à faire, que ce soit en création ou en reprise, pour conforter en fait les hypothèses du business plan. Et donc, de ce business plan découle une hypothèse de résultat. Cette hypothèse de résultat, elle doit permettre de montrer que l'entreprise, le projet est viable et surtout que le projet permettra de couvrir les besoins en financement et rembourser les emprunts. Ce business plan aussi présente le bilan qui va montrer en fait la situation patrimoniale du projet avec ses investissements, sa trésorerie, son stock, et qui va montrer en fait ce qu'on aura besoin de financer et le fonctionnement de l'entreprise avec l'évolution de sa trésorerie. Et donc, du business plan découle un tableau de trésorerie prévisionnel. On fait des prévisionnels sur 3 à 5 ans pour bien voir en fait l'évolution de la trésorerie et permettre de voir si elle vous permettra de vivre de votre nouvelle activité, de se développer, de couvrir les financements. Et donc, c'est ce qu'on appelle le business plan. Et un élément clé du business plan, quand on le construit, en fonction des charges prévisionnelles, à la fois des investissements et des charges de fonctionnement, on calcule le seuil de rentabilité, qui est en fait l'objectif de chiffre d'affaires pour arriver à un résultat qui couvre les remboursements d'emprunt. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à cet objectif de chiffre d'affaires, on n'arrivera pas à une rentabilité au niveau de l'entreprise. Donc là, c'était juste vous donner les grands points clés en fait du business plan, de ce qu'il contient. Et ensuite, je vais rentrer un peu plus sur la partie financement. Donc, quels sont les investissements nécessaires et comment on va les financer? Donc, globalement, en fait, les investissements nécessaires, lorsque vous investissez en franchise, vous avez un droit d'entrée à verser au franchiseur qui va dépendre en fait de chaque enseigne, qui va avoir une durée, ce droit d'entrée en fait dans votre contrat de franchise et qui va couvrir tout l'accompagnement que la franchise fait à votre égard au moment de la création ou de la reprise. En complément, en fonction en fait du projet, il y a en fait, on va dire un budget type global, mais qui va aussi dépendre de l'implantation de votre projet. On peut avoir des frais de commercialisation, de droit au bail, un dépôt de garantie à verser au bailleur. Ça va être propre à chaque projet. On n'a pas les mêmes frais sur chaque projet. Donc, ça va être à personnaliser. Il peut y avoir un fonds de commerce à acquérir lorsqu'on est en reprise d'entreprise. Et puis après, il y a tout ce qui est frais de création de l'entreprise, des frais de rédaction de bail et puis des frais juridiques en fonction du projet, notamment quand on est en reprise d'une entreprise, il y a des frais un peu plus importants.
Et puis dans les investissements, il va y avoir principalement 2 parties. Ce qu'on va appeler les agencements. En fait, ça va être l'agencement en fait de l'atelier. C'est tout ce qu'on va appeler cloison, peinture, etc. Tout ce qui est lié en fait aux grosses œuvres et aux bâtiments, ce qui est attaché au bâtiment, ça va être les agencements. Donc il faut un chiffrage des travaux, des aménagements réalisés, suivant que ce soit une cellule neuve, une construction ou une transformation de cellules existantes. Et puis il y a tout l'équipement, les ponts, le matériel de l'atelier, l'outillage, et puis tout ce qui est matériel informatique, le mobilier de l'accueil, etc. En fait, tout cet équipement, on va devoir le chiffrer pour pouvoir établir donc le besoin en financement du projet. Et donc juste après, voilà, donc, il y a le matériel, la partie informatique, le mobilier, donc une partie de l'équipement. En complément en fait de ce qu'on a vu dans la première partie et des équipements, vous allez avoir un stock à financer, donc qui ne sera pas le même sur du Nord-Auto ou du Midas, puisque Nord-Auto, on a quand même un magasin, donc un stock plus important, et sur Midas, un stock plus réduit, puisqu'il n'y a pas de magasin. Donc on a un stock à financer. Parfois, le franchiseur accorde un délai de paiement pour le stock, lorsqu'il est conséquent, parce que le stock, en fait, les banques ont des difficultés à l'inclure dans le financement, même si parfois on y arrive partiellement ou en totalité, mais en tout cas, il faut trouver une solution de financement pour le stock, et souvent, donc, les franchiseurs ont un rôle aussi dans le financement du stock. Et puis ensuite, en complément de tous ces investissements, vous allez avoir des frais d'ouverture. Donc il y a notamment la publicité, la communication d'ouverture et le besoin en fonds de roulement sont importants au démarrage parce que quand vous allez créer, vous allez avoir une période de travaux, vous allez alors sans doute avoir une franchise de loyer, donc pas forcément un loyer à payer tout de suite, mais quelques charges à payer pour faire fonctionner l'entreprise avant qu'elle ouvre. Vous allez souvent embaucher vos salariés 1 mois avant l'ouverture pour avoir le temps de les former, qu'ils puissent donc se former aux outils et au process de la franchise. Et puis le démarrage aussi, le temps de faire connaître l'entreprise, on n'atteint pas forcément le point mort tout de suite. Donc il faut prévoir un besoin en fonds de roulement qui couvre les premiers mois d'activité. Donc ça, c'est important de le prévoir dans le business plan dès le départ, de manière à ce que tout soit inclus et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises lorsque vous démarrez votre activité. Et donc, de ces éléments, on voit que c'est important d'avoir un prévisionnel de trésorerie parce que c'est ce qui va nous permettre d'anticiper les besoins en termes de trésorerie sur les premiers mois d'activité. Alors, comment on va le financer ? On va financer ce qu'on appelle les besoins à long terme, donc les gros investissements, agencement, matériel, droit de franchise, tout ce qu'on a vu sur la première slide, par des ressources à long terme. Et donc, souvent, on va faire appel à la banque pour avoir un prêt. En général, on a des prêts sur 7 ans pour financer les agencements et le matériel. On peut aussi avoir du crédit bail, parfois intéressant. Alors là, avec la hausse des taux, le crédit bail est un peu moins intéressant actuellement, mais ça évite, en tout cas lorsqu'on fait du financement au crédit bail, de prendre des garanties plus lourdes pour l'investisseur. Donc c'est aussi à étudier lorsqu'on veut financer son matériel. Et puis ensuite, pour compléter ce financement, la banque ne va pas être la seule à financer le projet. Vous avez besoin d'un apport. Votre apport, il doit financer les frais de création. Il doit permettre de financer le stock ou une partie du stock en fonction des accords que vous aurez avec la franchise. Et puis le besoin en fonds de roulement de démarrage. Ça, les banques ne le financeront pas. Donc le financement doit être... votre apport doit couvrir au minimum ce financement-là. Et globalement, lorsqu'on dépose les dossiers aux banques, et c'est difficile d'aller en dessous à l'heure actuelle, votre apport doit représenter au moins 30% du montant global de l'investissement à réaliser, tout compris. Matériel, besoin en fonds de roulement, stock, il faut tout inclure dans le besoin. Et votre apport, il doit couvrir au moins 30%. Les financements bancaires sont quand même assez exigeants, et donc c'est important. Alors, en règle générale, sur la franchise, on dit qu'un minimum de 50 000 € est souvent indispensable. Sur les enseignes Nord-Auto et Midas, Midas, de mémoire, on doit être au moins à 60 000 € d'apport. Sur Nord-Auto, au moins à 120 000 € d'apport. Après, je vous laisserai du coup confirmer mes propos avec l'évolution. Mais voilà, forcément, le niveau d'investissement de la franchise fait que l'apport est important. Alors après, donc, ce qu'il faut vous poser comme question au moment où on crée l'entreprise, et notamment quand on monte le business plan, on va devoir l'adapter en fait à votre personnalité, à vos besoins. Il faut se poser la question sur quel niveau vous allez vous rémunérer. Combien vous avez besoin pour faire vivre votre famille chaque mois, combien vous voulez aussi avoir comme rémunération. On va regarder aussi quelles vont être les modalités de votre rapport personnel.
vous pouvez faire un apport en capital, un apport en compte courant d'associé. C'est deux choses différentes. L'apport en capital va avoir un avantage de vous donner, par exemple, une réduction d'impôt en fonction de certains critères. Par contre, l'apport en capital, une fois que vous l'avez mis dans l'entreprise, vous ne le récupérez que le jour où vous vendez votre entreprise. Alors que l'apport en compte courant, vous l'apportez à l'entreprise. Souvent, les banques demandent à ce que le compte courant soit bloqué pendant 7 ans, le temps du remboursement de l'emprunt. Et au bout de 7 ans, votre entreprise, elle continue de fonctionner. Vous pouvez retirer les fonds que vous avez mis en apport en compte courant et vous pouvez les réutiliser, les réemployer pour autre chose. Donc après, ça, on définit en fonction des besoins de chacun les modalités de l'apport personnel. Quel risque financier vous prenez-vous? En fait, lorsque vous allez monter votre business plan, la banque va positionner son financement. Vous pouvez obtenir des garanties bancaires, des garanties de cautionnement avec, par exemple, le BPI ou avec des sociétés de caution mutuelle ou des organismes locaux comme France Active qui vont venir en garantie sur votre emprunt. Mais il reste souvent une partie de l'emprunt qui va être garantie par une caution personnelle, souvent en moyenne 50%. Et donc, il faut que vous soyez conscient qu'il y a une partie de risque financier pour vous qui sera la caution personnelle. Et puis, le risque financier que vous allez prendre va dépendre de la forme juridique de la société que vous allez construire pour créer votre projet. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les formes juridiques, mais on peut limiter le risque en fonction du statut juridique que l'on choisit, mais il faut aussi être vigilant sur les garanties que l'on prend au niveau des banques. Et dans le montage du business plan, lorsque vous allez rencontrer vos banques, ils vont vous demander une fiche patrimoniale. Et pourquoi cette fiche patrimoniale? En fait, ils ont besoin de connaître vos besoins personnels, votre foyer fiscal, l'activité de votre conjoint, les besoins de vos enfants, votre endettement personnel. Ils ont besoin de connaître ces éléments-là pour vérifier que le business plan, le projet, va vous permettre de tirer des ressources qui vous permettront d'avoir un reste à vivre suffisant pour faire vivre votre famille. Donc ça, c'est important. Et puis, on se posera la question de savoir si vous êtes éligible à certaines aides en fonction, en fait, de la situation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous pouvez vous mettre au moment où vous créez votre entreprise, parce qu'on peut très bien demander une rupture conventionnelle à son employeur pour pouvoir s'inscrire au Pôle emploi. Vous allez pouvoir avoir des aides qui vont être, par exemple, le maintien des aides du Pôle emploi, le versement d'un capital par Pôle emploi, si vous pouvez vous inscrire au Pôle emploi, ou alors des prêts d'honneur auprès des plateformes d'aide locales, et puis aussi des subventions locales que l'on peut avoir en fonction de votre implantation géographique. Et puis, on va se poser la question aussi dans le montage du business plan, quelle protection sociale vous souhaitez pour vous personnellement, parce que ça a des incidences financières sur le montage du business plan en fonction du choix de la société, de votre protection, du choix de protection sociale que vous faites. Les coûts financiers ne sont pas les mêmes, donc on va en tenir compte. Voilà un petit peu globalement les questions qu'on va se poser pour monter le business plan et puis pour vous accompagner dans la recherche de financement de votre entreprise, de votre projet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, je repasse la main à Inès et puis à Thibaut et je reste à votre disposition s'il y a des questions. Merci, Odile. Écoutez, on en a fini en tout cas pour ce webinaire, cette première présentation. Voilà, vous donner un peu les premières billes et les premières questions à bien se poser.